Novembre, c'est une période de l'année qui, pour moi, est beaucoup moins stimulante que les autres. Les feuilles ont disparu en même temps que les couleurs. La neige arrive par vagues et repart, sans crier gare. La noirceur est encore peu apprivoisée et la magie de Noël n'a pas encore sonné. Ma créativité et mes idées étant affectées, j'ai fait appel à vous pour créer cette vidéo aujourd'hui puisque je savais que vos questionnements allaient piquer ma curiosité comme elle avait piqué la vôtre. Allô! Premièrement, j'aimerais remercier tout le monde qui m'ont posé des questions. J'en ai choisi 10 parmi peut-être la trentaine que j'ai reçues. Parce que la première fois où j'ai fait cette vidéo-là, début mars 2020, j'avais choisi comme 25 questions sur les 30 que j'avais reçues. Ce qui a fait une vidéo de comme plus de 28 minutes, ce que je trouve extrêmement trop long. Donc là, j'en ai choisi que 10. De toute façon, je pense que les grandes questions avaient vraiment été épluchées en mars. Donc si j'ai pas réponse à votre question dans cette vidéo, peut-être que j'ai répondu en mars ou peut-être simplement que la question était trop large, du genre comment faire pour ne pas gaspiller, comment faire pour être zéro déchet. J'ai vraiment pris des questions très très précises et je peux dire qu'elles étaient très pertinentes. Donc, je vais commencer par 3 questions qui me concernent plus directement, en tout cas qui me sont adressées. Et il y en a 7 qui sont vraiment axées sur l'environnement et auxquelles j'ai essayé de répondre grâce à quelques recherches que j'ai fait pour vous. Bon, alors la première question, elle a été plusieurs fois par plusieurs personnes différentes, de plein de façons différentes. Par exemple, il y a Lo qui a demandé « Quand tu jouais Clémentine dans Tactique, étais-tu aussi écolo qu'elle? » Bon, alors c'est drôle pour ceux qui le savent pas. Je suis comédienne aussi, je jouais plus quand j'étais adolescente. Puis Clémentine, c'était le nom d'un personnage que je faisais dans Tactique, qui était une émission jeunesse à Télé-Québec. J'ai pas souvenir que Clémentine était écolo. Étais-tu écolo? Mais je vais te dire que non, j'ai joué dans Tactique de l'âge de 15 à 17 ans et j'étais pas vraiment sensibilisée à ces choses-là. Ma mère, elle est écolo à la base, donc peut-être plus que la moyenne des gens parce que je connais pas vraiment la moyenne, mais c'était plus comme par habitude que par conviction. Plus concrètement, plusieurs personnes m'ont demandé quand as-tu commencé à t'intéresser à la nature et à l'environnement, quand as-tu commencé à être zéro déchet écolo. C'est une question aussi à laquelle je pense que j'ai répondu dans ma vidéo en mars, mais je pense que les réponses peuvent varier dépendamment du moment de ma vie où j'y réponds. Je dirais que la nature a toujours été importante dans ma vie. En ce moment, je suis au chalet de mes parents, mais ce chalet-là, mes parents l'ont depuis que j'ai 7 ans, puis vu que j'ai une demi-sœur de 40 ans, mais j'ai été quand même élevée comme une 41 même. J'ai été élevée comme une enfant unique. Disons que j'avais pas grand chose à faire au chalet quand j'avais mes amis de chalet qui étaient pas là. Donc jouer dans les bois pour moi c'était comme toute seule, c'était vraiment mon activité. Je pense que c'est là où j'ai commencé à me sentir très très rassurée quand j'étais entourée d'arbres. Puis par la suite, j'ai beaucoup voyagé seule en Islande, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie. Et c'était des voyages géographiques, donc où je pouvais partir toute seule pendant des jours dans la nature, faire une grande marche camping toute seule. Donc on dirait que je me suis habituée à être entourée de nature en étant seule, donc à communiquer avec la nature. Et pour moi, des montagnes, c'est la chose la plus rassurante au monde parce que je savais que si je retournais à cet exact endroit-là, dans 10 ans, les montagnes allaient encore être là. Puis pour le zéro déchet, vraiment des actions concrètes dans le quotidien, je pense que c'est quand j'ai eu mon premier appart toute seule en mars 2018. Donc ça fait 2 ans et demi. Avant ça, j'habitais avec 3 gars, mais il y avait tout le temps des invités là, pendant 4 ans. Donc c'était pas un mode de vie hyper écolo. J'habitais avec mon amie Marianne Verville. Là, elle était déjà plus écolo que moi. Je pense qu'elle m'a inculqué peut-être quelques valeurs sans le vouloir. On était les deux en apprentissage. Puis c'est ça, quand j'ai commencé à habiter toute seule, j'ai commencé à vouloir mes propres plantes. Je faisais mes semis. Fait que là, j'étais genre plus proche de la nature. Je voyais c'était quoi mes déchets à moi, pas ceux des autres. Donc j'avais comme conscience de ma consommation plus. Puis c'est là où j'ai comme commencé à parler de produits écolos sur ma plateforme Instagram, qui avait déjà beaucoup d'abonnés, vu que j'ai joué dans beaucoup d'émissions quand j'étais ado. Puis là, j'ai vu la réception des gens, puis j'ai comme commencé à partager mon mode de vie, puis ensuite j'ai commencé à sortir avec mon copain 1 ou 2 mois après, qui lui est chargé de projet en environnement, puis qui m'a aidé justement à mieux comprendre certaines parties
parties de la lutte au changement climatique qui sont plus scientifiques, que je comprenais pas avant. Puis lui, il a réussi à vraiment là, de me faire un portrait qui correspondait à la façon dont mon cerveau fonctionne, qui peut-être correspond à la façon dont votre cerveau fonctionne si vous écoutez mes vidéos et que vous comprenez quand je parle de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a Rosalie, bon enfant, accessoirement, qui m'a demandé comment composes-tu avec l'anxiété, puis je trouve que c'est une super bonne question. Je sais pas trop comment y répondre parce que j'ai pas l'impression que je fais de l'éco-anxiété. Étonnamment, vu que je passe comme la majeure partie de ma vie à lire des articles puis à les vulgariser pour vous sur les changements climatiques, puis c'est souvent très très pessimiste. Même si je veux genre beaucoup d'enfants, on dirait que je suis capable de me voir à long terme composer avec les changements climatiques. Je me vois par exemple essayer d'être autosuffisante. C'est juste le fait d'apprendre à faire pousser mes propres trucs. Je pense que c'est une manière pour moi de composer avec l'éco-anxiété parce que c'est une manière de contrôler mon propre avenir à moi. Si par exemple la monoculture s'effondre ou le pétrole s'effondre, puis là, par exemple, ça coûte super cher de transporter des aliments, donc ça fait en sorte que les aliments deviennent super chers. En tout cas, on dirait que j'ai comme plein de solutions comme à court et long terme pour, je sais pas, réussir à survivre au changement climatique avec mes futurs enfants. Je suis quelqu'un d'extrêmement anxieuse dans la vie, mais plus au jour le jour. Je suis pas anxieuse à long terme. Ensuite, il y a Aglavi qui m'a demandé, fais-tu des dons à des organismes spécifiques pour la protection de la Terre? Si oui, recommandes-tu le don comme action concrète? Full bonne question. Non, je fais pas vraiment de dons, à part quand je voyage en avion ou que je fais des longs road trips en voiture où je vais donner à Arbre Évolution. D'ailleurs, ça fait comme 2 fois que je dis que je vais le faire, puis je l'ai pas encore fait, là. Mais je suis allée planter un arbre avec Arbre Évolution, là, genre début octobre, fin septembre, début octobre. Mais non, je suis pas quelqu'un qui fait tant de dons. Je pense que tout le temps que je consacre à la vulgarisation de la crise climatique, à l'amplification des initiatives, du moins au Québec, je pense que je fais ma part. Puis aussi dans mon quotidien, je fais ma part pour les changements climatiques. Puis j'ai pas un revenu qui me permet non plus de faire des gros dons. Tu sais, je suis pigiste, mes vidéos YouTube sont pas monétisées, donc mon revenu annuel est pas assez grand pour que, pour moi, genre 30$ ce soit rien, tu sais. Je préfère passer du temps gratuitement à faire de la vulgarisation plutôt que de travailler pour une compagnie qui véhicule pas mes valeurs, puis avec l'argent que la compagnie me donne dans mon salaire annuel donné à des organismes. Je pense que ça peut être une bonne chose donner à des organismes, mais pour moi la meilleure manière c'est vraiment de donner à des organismes qui plantent des arbres parce que c'est concret, c'est pas juste comme un organisme qui va l'utiliser à des fins qu'on sait pas trop quoi pour les changements climatiques. Non, si vous savez que par exemple l'argent que vous allez donner va aider à la replantation d'arbres, ça va aider par exemple à faire refleurir la biodiversité de l'Amazonie, ben allez-y. Sinon, je recommanderais pas. Maintenant, passons aux questions écolo. Bon, la première question, je vais la passer rapidement, mais je suis obligée d'y répondre parce que ça m'énerve que des gens pensent encore comme ça. Donc, il y a l'eau qui m'a demandé, le tofu devrait-on l'éviter pour l'environnement puisqu'il n'est pas tellement mieux que le bœuf? Donc là, on va régler la question une fois pour toutes. La culture du soya, si elle est responsable de nombreuses déforestations, c'est pas la faute du soya lui-même, mais bien de l'homme puis de comment il cultive le soya. Parce que ça peut être aussi polluant. Si la culture du soya est aussi intensive puis qu'elle nécessite autant de pesticides, c'est parce qu'on compte sur lui pour nourrir les animaux, genre le bœuf, le bétail, qu'on va manger après. C'est un principe que je trouve complètement absurde parce que si on ne consommait que du soya pour nourrir les humains directement, ben premièrement, on serait plus en santé et surtout on n'aurait pas besoin de couper autant d'arbres pour en faire des terres agricoles pour cultiver le soya. Puis pour vrai, les humains gagnent tellement à intégrer cette légumineuse dans leur alimentation tous les jours. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le blog de Earth Own là-dessus. Si jamais vous voulez aller voir, je pense qu'il est publié cette semaine. Je vais mettre le lien dans ma description s'il n'est pas publié. Suivez-moi sur Instagram, vous allez savoir quand. Ah oui, dernière chose, 75% du soya cultivé est cultivé pour les animaux. Donc, ce serait juste 25% qui servirait qu'à nourrir les humains. Puis imaginez si c'était juste via des cultures biologiques qui encourageaient la biodiversité. Donc, acheter du tofu bio local, puis il y en a plein du tofu canadien à l'épicerie, c'est au moins 10 fois moins polluant que du bœuf. Et mieux, acheter vos fèves soya bio chez Nourrir comme je fais, puis faites votre tofu maison pour savoir comment le faire. J'ai une vidéo IGTV sur mon compte Instagram, c'est dans les premières IGTV que j'ai fait, là, genre je pense que c'est en janvier dernier. Ensuite, il y a Eva Bucketlist qui me demande quel type de tissu et couleur de tissu, genre la teinture, est le plus écolo. Hyper important. Il y a Anlo
Anne-Laurence, Anne-Laure, Anne-Laurie, je sais, Anne-Lo, de faire soi-même, qui a fait une super vidéo dernièrement sur quel tissu choisir pour être écolo. Je vais mettre sa vidéo en description, mais en gros, le lin, le chanvre sont écolos parce qu'entre autres peuvent pousser ici et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Et bien sûr, privilégier les matières biologiques pour éviter l'utilisation de pesticides et des matières recyclées pour éviter le gaspillage. Au niveau des couleurs, c'est hyper intéressant parce que je ne m'étais jamais posé la question. Puis je pense pas que c'est un thing, genre que le mauve est plus polluant que le vert. Pas selon mes recherches, mais en général, quand on a besoin de teinture, ben on a besoin d'agents toxiques pour fixer une couleur sur un vêtement. Alors, Eva Bucketlist, malgré mes recherches, j'ai pas trouvé de couleur plus écolo ou plus polluante qu'une autre. Mais il y a de nouvelles technologies pour teindre un vêtement de manière plus durable et moins toxique. Je vais pas toutes les nommer parce que ça varie selon le tissu, selon la couleur. Par exemple, pour le jean, on va avoir EcoFoot Indigo, qui est un pigment hybride sans agent toxique, où il y a Colorzen qui a développé une technologie pour colorer le coton brut. Bref, je vais laisser le lien en description pour toutes ces espèces de nouvelles technologies-là, là, si tu veux le consulter. Ensuite, toujours dans la catégorie fast fashion, il y a Mallory Harvey qui me demande quel est le vrai prix d'un morceau de vêtement écolo. Super pertinent, entre autres parce que ça nous fait réfléchir sur notre consommation. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Est-ce que je suis prête à payer 120$ pour un legging, mais que ce soit le seul legging que je mets pendant 10 ans? Ben, de plus en plus, pour être honnête. Tu sais, imaginez que vous achetez un tissu de coton équitable qui vous coûte par exemple 30$. Que vous prenez 4 heures pour fabriquer une robe à la machine. Ça, c'est beaucoup, mais mettons pour quelqu'un qui est comme semi-débutant, moi, ça me prendrait probablement 24 heures. Et que vous voulez la vendre avec un tout petit peu de profit parce qu'il faut quand même monétiser la machine à coudre que vous avez achetée, il faut monétiser le marketing, la mise en marché, les réseaux sociaux, juste le reste des dépenses comme les fils, puis le petit profit dont je parlais parce que c'est dur d'être entrepreneur. Ben, vous pouvez pas vendre votre robe à moins de genre 200$ pour être réaliste. Ça, c'est si vous êtes tout seul dans votre équipe. Évidemment, quand il y a une grosse équipe et que ça se fait de manière plus fluide, je pense qu'on est capable de rentabiliser ça mieux que ça. Alors, imaginez une robe à 12$. Imaginez à quel point les gens qui ont fait pousser le coton, qui ont transporté tout ça jusqu'à l'usine, qui l'ont fabriqué, puis qui l'ont transporté jusqu'au magasin, à quel point ils ont été payés des peanuts. Il y a des compagnies comme The Road ou Ethico Fairtrade qui vendent des t-shirts basic, genre blancs, à 30-40$, en étant très transparent sur le prix, donc ils vont vraiment nous indiquer qu'est-ce qui a coûté combien, puis pourquoi on paye ce prix-là. Ça a été fait en Inde, dans les deux cas, je pense, au Bangladesh, mais de façon éthique. Donc, autant la culture du coton est éthique et environnementale, autant le salaire des employés est correct et ça revient quand même à un prix super raisonnable, 30-40$, c'est pas du tout inaccessible. Mais si on veut un produit qui est fait ici, avec les salaires d'ici, parce qu'on s'entend qu'un salaire équitable en Inde, c'est pas la même chose qu'un salaire équitable ici, un salaire équitable en Inde. Je dis n'importe quoi, c'est peut-être 20$ par jour, alors qu'ici, c'est plutôt entre 15 et 25$ de l'heure, dépendamment de l'expérience. Et c'est ça, si on veut qu'un morceau de vêtement soit le plus écolo possible, il faudrait qu'il ait été fabriqué ici. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le fast fashion, mais il y a la compagnie Rose Bouddha qui fait entre autres des leggings, qui a fait une vidéo sur le prix élevé de leurs leggings, soit entre 100 et 120$. Et c'est super intéressant. Je vais mettre la vidéo en description. Ensuite, il y a Class is my... Maud, gère-toi. Donc ensuite, il y a Class is my middle name, super nom Instagram en passant, qui m'a demandé c'est quoi l'impact environnemental de l'agriculture en serre au Québec? Autre question full pertinente pour vrai, genre j'ai des abonnés de qualité, je le dis tout le temps. Donc il y a un article super intéressant que j'ai trouvé dans le magazine Caribou, magazine super cool qui parle beaucoup de manger local si jamais ça vous intéresse, et qui en gros dit que oui, la sériculture, donc la culture en serre, représente une option avantageuse sur le plan écologique. Donc oui, les serres émettent beaucoup de gaz à effet de serre par année parce que bon, une serre ça a besoin de lumière, de chaleur, surtout en hiver au Québec. Toutefois, la quantité de GES émis par les serres a beaucoup diminué depuis 2015 parce que, heureusement, on a converti la majorité des serres anciennement chauffées au mazout à des systèmes au gaz naturel, à la biomasse ou même aux granules de bois. Ça, c'est vraiment cool. Il y a les fermes Loofah, par exemple, que vous connaissez souvent. En tout cas, moi, j'ai tout le temps des pubs des fermes Loofah sur Facebook qui apparaissent, qui, elles, pour améliorer la performance énergétique des serres, les relient à un bâtiment qui est déjà chauffé. En tout cas, c'est comme une revalorisation de l'énergie. Oups. Quant à l'utilisation d'eau pour les serres, parce qu'on s'entend que contrairement à en été où c'est la pluie qui va en grande majorité nourrir, abreuver, je veux dire, les sols, Loofah, eux, récupèrent l'eau de pluie, ils sont pas les seuls. Et quand ça suffit pas, ils vont récupérer de l'aqueduc municipal. Dans d'autres serres, on va utiliser des puits cartésiens où est-ce qu'on va récupérer les surplus non absorbés par les plantes. Encore une fois, on revalorise ce qu'on aurait dû perdre. C'est cool parce qu'on réalise que même si on est reconnu pour avoir beaucoup d'eau au Québec,
ben les maraîchers ne prennent pas l'eau pour acquise. Donc oui, class is my middle name, la culture en serre au Québec est écolo et surtout le devient de plus en plus parce que malgré l'énergie que gruge une serre en hiver, elle va toujours rester moindre que le transport que demande la consommation de fruits et légumes qui ont été cultivés dans des pays chauds. De surcroît, les serres ont pas toujours besoin de pesticides comme des plantations qui sont à l'air libre l'été, donc ça c'est super bien au niveau écologique. Et le rendement des cultures au mètre carré est de 200% plus élevé qu'en champ, donc on a moins besoin par exemple de couper des arbres pour faire une terre agricole. Donc oui, on peut conclure, je l'ai déjà dit, mais je reconclus que les avantages outrepassent largement les inconvénients de la culture en serre au Québec. Question qui me provient de Charlotte Lahaye. Est-ce que la culture du jackfruit est bonne pour l'environnement? Je vais juste expliquer c'est quoi le jackfruit pour ceux qui le connaissent pas. C'est un gros fruit qui est présent depuis super longtemps dans la cuisine notamment indienne, mais qui de plus en plus au niveau international va remplacer les protéines animales dans l'assiette de certains flexitariens, végétariens, végétaliens, grâce à sa texture fibreuse qui va s'effilocher un peu comme du porc effiloché. Si ça vous intéresse, on peut le retrouver dans des épiceries spécialisées ou asiatiques, en canne ou sous sa forme normale, donc en fruits entiers. Alors Charlotte, selon mes recherches, le jacquier est une culture très respectueuse de l'environnement la plupart du temps. Tout d'abord, l'arbre du jacquier est pas un très gros consommateur d'eau, il va posséder des racines super profondes qui vont voyager là où les autres arbres ne peuvent pas aller, donc dans les eaux souterraines. Il va même résister à la sécheresse s'il y a, et pas besoin d'irrigation non plus. J'ai même lu qu'il fait baisser la température du microclimat grâce entre autres à son épaisse canopée. Après ça, bon, je suis allée sur des sites qui vendent des fruits du jacquier, donc c'est sûr qu'ils vont mettre de l'avant les bienfaits pour l'environnement, mais selon les 3-4 sites que je suis allée voir, là, c'est vraiment une culture avantageuse. Il n'y a aucun pesticide ou herbicide qui est nécessaire. Je dis pas que personne n'en utilise pour faire pousser les arbres du jacquier, mais c'est pas nécessaire comme beaucoup de fruits où des vers vont venir s'y incruster. D'après moi, c'est parce que la coque, la pelure est tellement épaisse là, qu'il y a rien qui peut traverser ça. Et surtout, il peut très bien être cultivé en permaculture. Les agriculteurs, en Inde surtout, peuvent donc le cultiver avec des cultures secondaires pour augmenter leurs revenus, rentabiliser et enrichir leur sol. Autre avantage, ces feuilles sont vraiment très nutritifs et délicieux pour les chèvres. Donc si le fermier qui cultive l'arbre du jacquier a des chèvres, c'est un gros plus. En fait, l'Inde doit composer annuellement avec une surabondance de fruits du jacquier. Donc beaucoup sont gaspillés par année, donc ça vaut la peine d'en acheter justement pour éviter ce gaspillage. Par contre, ce n'est pas un fruit local, vous l'auriez deviné, on va jamais, je pense, de notre vivant faire pousser ça au Québec, même si par exemple les serres deviennent super puissantes. Donc c'est sûr que le jackfruit va toujours parcourir des milliers de kilomètres avant de se rendre à vous. Mais entre un jackfruit puis un avocat ou même une banane, de ce que je lis, le jackfruit est beaucoup plus écolo, mais peut-être qu'il est pas assez consommé en ce moment pour avoir eu des études qui vont nous démontrer des scandales sur la façon dont c'est cultivé. Mais justement, vu que on s'entend que c'est pas dans l'alimentation quotidienne des Occidentaux, peut-être qu'on n'est pas encore dans une agriculture massive. Donc oui, vous pouvez acheter du jacquier, mais peut-être pas non plus commencer à en mettre dans vos céréales. Ensuite, il y a Catherine Tessier, allô, qui m'a demandé est-ce que les choses dans mon bac à recyclage se font vraiment recycler? Alors Catherine, sur le site d'Explora, j'ai trouvé une réponse fort encourageante. En 2015, il y a un peu plus de 90% de la matière qu'on met dans notre bac recyclage qui a officiellement été recyclée. La faible perte va découler par exemple des items non recyclables que les gens vont mettre parfois à la récupération, par mégarde, ça va être aussi par la contamination de d'autres déchets sur des matières qui auraient pu être recyclables. Toutefois, ce que je pense que les gens trouvent aberrant, parce qu'on parle souvent là, des pertes de recyclage, c'est à quel point l'ensemble des matières résiduelles fabriquées au Québec ne sont pas recyclées nécessairement dans le sens où certains foyers ou compagnies ou restos vont jeter des matières recyclables à la poubelle ou certaines matières non recyclables gagneraient à être recyclables, comme certains types de plastique. Donc oui, 90% de ce que l'on met dans notre bac vert est recyclé, mais seulement 54% des matières qui gagneraient à être recyclables sont recyclées. C'est là la twist. Il reste donc à trouver une utilité aux déchets qui sont pas recyclables afin qu'ils le deviennent et ainsi améliorer la technologie. Quant à la récupération de certains plastiques du genre styromousse, je pense pas que c'est un plastique, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Dernière question.
Mallory Harvey, je pense qu'elle m'a posé une question tantôt, oui, c'est la même, qui m'a demandé quelles sont les idées et les plans de Joe Biden en matière d'environnement. Full bonne question encore une fois, parce que c'est certain qu'après 4 ans de tyrannie et de climato-scepticisme avec Donald Trump, ben Joe Biden apparaît comme le messie. Mais est-il vraiment écolo? C'est quoi son plan? Premièrement, il propose que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris, parce qu'on se rappelle que notre cher Donald se faisait une fierté de s'être retiré de cet accord environnemental-là. It is time to exit the Paris Accord. C'est déjà un signe à l'international que les États-Unis vont rejoindre le reste du groupe dans la lutte au changement climatique. Ensuite, ils désirent atteindre leur carboneutralité d'ici 2050. Parmi ces promesses, ils souhaitent forcer aux entreprises cotées en bourse à dévoiler les risques climatiques et les émissions de GES liées à leurs activités, donc une transparence, faire réglementer les émissions fugitives de méthane de l'industrie gazière, protéger 30% du territoire terrestre et marin du pays d'ici 2030 et décarboniser la production d'électricité d'ici 2035 aux États-Unis. Le plan de Joe Biden, c'est des investissements de ce qu'il prévoit de 2000 milliards de dollars. Je rappelle que cette semaine, il y a le gouvernement du Québec qui a dévoilé son plan pour la relance économique verte, le PEV 30, et qui a prévu 6 milliards de dollars, ce qui est beaucoup, mais Joe Biden, 2000 milliards de dollars. Je comprends que les États-Unis ont plus de monde, là, mais 2000 milliards de dollars US, c'est 2600 milliards de dollars canadiens en 4 ans. Donc c'est sûr qu'avec une telle somme, ça va influencer les marchés du monde entier. Et ces changements-là vont affecter le Canada et le reste de la planète, entre autres parce que les gaz à effet de serre, ben ça n'a pas de frontières. La question reste, est-ce que les paroles de Joe Biden vont se transformer en action? L'avenir nous le dira. C'est ce qui conclut mes réponses à vos 10 questions, toutes plus pertinentes les unes que les autres. J'espère que j'ai réussi à quand même satisfaire votre soif, votre curiosité qui est inétanchable. Si d'autres questions vous traversent l'esprit, je rappelle que ma chaîne propose presque une cinquantaine, je suis rendue à 50 vidéos, je sais pas, en tout cas de capsules qui parlent de tout plein de différentes sphères, de la lutte au changement climatique, du féminisme aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas de laisser un petit pouce, c'est toujours très encourageant pour moi. Abonnez-vous sur Instagram aussi, puis on se dit à très bientôt. Noël s'en vient en plus.